France Maghreb 2. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30 comme chaque jour. Ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien chez vous. Avec, pour m'accompagner, il est en retard, mais comme d'habitude, l'ami Hakim Rahal qui sera avec nous dans un instant, le commerçant, pour nous rejoindre et échanger avec vous, parler d'actualité, décortiquer cette actualité bien sûr ensemble, avec entre 18h et 18h30 l'éphéméride, l'ami Amar qui reviendra sur les principaux événements qui ont marqué cette date du 23 février. Et puis de télé, nous parlerons avec les programmes et notamment une émission politique avec Jean-Luc Mélenchon ce soir sur France 2. Et puis le sport aussi avec la suite de la compétition de l'Europa League et Lyon qui risque de se qualifier en tout cas ce soir pour la suite de cette compétition alors que Saint-Etienne a été éliminé hier. Pour le reste, évidemment notre quartier libre antenne, break time tout à l'heure entre 17h50 et 18h. Le coup de cœur d'Hakim Rahal, le j'aime ou j'aime pas. La question du jour aujourd'hui, après le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, évidemment on a beaucoup parlé dans la presse, ça a fait couler évidemment beaucoup d'encre. Est-ce un ticket gagnant pour Emmanuel Macron? Votre avis m'intéresse tout à l'heure entre 17h et 17h30 au 01 40 33 9000 par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Nous découvrirons ensemble l'avis tranché de l'ami Hakim Rahal et puis le zapping bien sûr dans quelques minutes, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet à décrypter ensemble bien sûr sans France Maghreb 2. Mais pour commencer cette émission, voici le coup de cœur musical. L'album, ça y est, tant attendu, arrive demain dans les bacs le 24 février. C'est donc demain. L'album s'appelle Prosélyte. Voici Medine. Le titre c'est Nour. Un clip qui a été tourné en Birmanie. L'album s'appelle Prosélyte. Il sort demain dans les bacs le 24 février. Il est attendu cet album de Medine. Donc un extrait Nour. Et ce clip a été tourné, vous l'avez bien compris, en Birmanie. Vous pouvez aller voir d'ailleurs le clip sur YouTube. Et sachez qu'évidemment il parle des Rohingyas dans cette chanson. Donc un artiste hyper ultra engagé. Ça fait plaisir, donc on encourage Prosélyte demain dans les bacs. L'ami Medine qu'on va pas tarder d'inviter pour qu'il vienne nous refaire une petite session live ici dans le studio sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le grand forum et notre ami Hakim Rahal qui est en chemin. Il arrive, le temps d'une petite pub et il sera là tout de suite. Le grand forum, on est là messieurs dames. Bah oui, toujours présent en force tous les jours dès 16h sur France Maghreb 2 avec le plus grand plaisir pour commenter l'actualité avec vous, parler de tous les sujets. Et je vous rappelle également que tout à l'heure entre 50 et 18h, 17h50 et 18h, eh bien, on fera notre petite chronique Libertad. Alors justement, tiens, j'ai sollicité un petit peu les auditeurs hier pour trouver un nom à cette petite rubrique. Alors j'ai eu plusieurs propositions, un quartier libre, j'ai eu break time, j'ai eu et alors une auditrice s'appelle Mouna qui m'envoie un petit mail lgf@francemaghreb2.fr et je la remercie d'ailleurs. Libertad, ne changez rien. Très bien. Bah écoutez, voilà, on va continuer en tout cas les sollicitations auprès de vous et puis vous demander un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, parce que vous aussi devez participer à cette émission. Voilà, on l'a fait, on a des idées, mais vous aussi vous pouvez nous donner les vôtres. Voilà, donc n'hésitez pas. lgf@francemaghreb2.fr. Mouna, merci en tout cas à toi pour ta contribution, c'est noté. Voilà, ça te coûtera cher. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre bien sûr pour continuer de décortiquer l'actualité. Notre ami Hakim Rahal, il est là. Hakim Rahal, il arrive bien sûr sur France Maghreb 2. Il se fait attendre. Allez, musique. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup en ce moment, ou peut-être pas assez malheureusement dans la campagne présidentielle. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Il est là, notre ami Hakim Rahal. Comment ça va, Hakim? Ça va, Christophe. Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bon, je tiens à dire aux auditeurs qu'il s'est fait largement pardonner avec des bons petits croissants pur beurre. Pur beurre de la brioche de Barbès. De la brioche de Barbès. On y va, l'adresse, vas-y, balance. Bah, toujours au 29 rue Stephenson. Voilà. Donc là, ça fait une petite dizaine de Comment jours ça qu'on est marche? ouvert. Ouais, c'est cool, hein. C'est bien. Ouais, c'est bon. Je suis content parce que les produits me plaisent. Ouais. Et puis, j'ai axé vraiment sur la qualité. Bon, très bien. Et les auditeurs, ils sont venus ou pas? Alors, j'ai eu deux, j'ai une dame et un voisin, ils ont reconnu, j'ai déjà vu ce nom, brioche de Barbès, et puis après, bon, on rappelle que enseigne, Hakim, tu fais un petit prix pour les auditeurs de France Maghreb 2. Bah, pour ceux qui viennent avec, le mot de passe. Le mot de passe Christophe le Grand Forum. Voilà. Moi, 50% direct. Direct. Eh ben, c'est pas mal du tout, les gars. Donc, allez-y. Voilà, un petit tour par quand vous allez au marché de Barbès, hop, un petit tour à la mosquée demain, un petit tour du côté de la brioche de Barbès. On a l'église Saint-Bernard à côté aussi. Oui, celui qui veut aller à l'église, bien sûr, Oui, pas bien de sûr. problème. Par contre, je sais pas s'il y a une synagogue dans le coin. Je suis pas au courant. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qui vont à l'église ou à la mosquée, c'est voilà. à côté. Ouais. En tout cas, le dîner du CRIF, c'était pas vers chez toi hier. Hein. Non, ils m'ont pas invité. Non. Par contre, ouais, ils m'ont pas invité, tiens. Il paraît que ça coûte 900 €. Hein. 9 euros 900 €. Ah, par tête. Alors 900 €, mais sachant qu'ils se font rembourser à peu près 600 €.
dans les déductions d'impôts, etc. Bon, c'est des petits budgets, c'est rien. Ouais, ça. c'est rien. C'est rien, ça. En tout cas, ils étaient tous là. Oui, bah, Presque, ou tous là, sauf Jean-Marie, Jean-Marie, attention, tout ce que tu Oula. vas dire là. Sauf Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ouais, d'ailleurs, j'ai lu la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur des propos tenus par le CRIF. Le patron du CRIF hier matin, ouais. Ouais, bah ça, et c'est tout à fait surprenant. On pourra les lire peut-être tout à l'heure. Oui, absolument. Hein, c'est Mais exceptionnel. en tout cas, hein. Benoît Hamon y était, franche accolade avec François Hollande, Avec Macron. Avec le selfie, le fameux selfie qui est passé sur les réseaux. Ouais. Exactement. Ouais. Donc ils étaient tous là. Mais alors, c'est ce genre de dîner, donc il devient, ou il est devenu, et peut-être il va encore devenir, le rendez-vous, encore une fois, à ne pas manquer. Incontournable. Et ce qui est drôle, c'est les photos des gens qui entre eux ne s'entendaient pas, que ce soit François Hollande avec Macron, que ce soit le détachement de Macron avec les socialistes, et puis détaché forcément de Benoît Hamon. On se dit ils peuvent pas s'entendre, et puis par rapport aux sorties médiatiques, aux propos qu'ils ont les uns sur les autres, avec c'était assez virulent quand Macron il est sorti ce que disait Hollande, et puis là ils prennent des photos ensemble, genre comme si de rien n'était. Non mais je sais, c'est mignon pour ceux qui organisent le dîner, le CRIF, parce qu'il se dit tiens, on réussit notre coup médiatique un peu plus, c'est-à-dire nous on est une force de réconciliation, de conciliation. Mais pour les électeurs français, c'est-à-dire pour le peuple français, on n'y comprend plus rien. Non, mais moi surtout, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ces hommes politiques, ces hommes et ces femmes politiques qui dénoncent le communautarisme à outrance dans leurs discours, etc., participent à un dîner ultra communautaire. Parce que, pardon de le dire, mais le dîner du CRIF, c'est un dîner communautaire. Pourquoi pardon ne demande pas pardon, Christophe, voyons. Maintenant, comme je l'ai dit à l'antenne, moi je suis un défenseur du communautarisme bienveillant. J'expliquais une fois dans mon avis tranché par rapport à mon école mon école privée, donc c'était on formait une forme de communauté d'élèves, avec des anciens élèves aussi qui venaient pour nous faire part de leur débouchés professionnels qu'ils avaient au bout du cursus de 4 ans. C'était une école privée, je le rappelle, de management marketing. Ouais. Et donc on formait une communauté avec échange de contacts, on va dire des facilités à trouver un emploi juste après, tu vois. Et puis c'était pas n'importe quel emploi, c'est pas n'importe quel milieu. Ouais. Et donc il y a aucun problème au niveau du communautarisme, et je dirais même qu'à l'époque on se vantait parce qu'il y avait le bureau des anciens élèves. Il y avait une fête annuelle avec tous les anciens élèves. Et on disait on est la communauté de l'école, quoi. Donc l'école en question c'est l'EBS, donc je salue s'il y a des anciens de l'EBS, donc European Business School. On formait une communauté, aucun complexe là-dessus. Et là, comme tu dis, Christophe, et c'est très pertinent, c'est dès qu'on parle des communautés, on va dire musulmanes, là c'est pointé du doigt, là attention au communautarisme, et là ça devient mal. Mais quand ça touche à d'autres communautés, que ce soit la communauté, je sais pas moi, le homosexuel, le juive, chrétienne, les chasseurs, tout ce qui peut former une communauté à l'intérieur de la communauté nationale française, dès que ça touche les musulmans, c'est mal. Alors, faut remettre les choses en place. La communautarisme, et là je le dis à l'antenne, c'est pas mal, et je dirais même que c'est bon. D'accord. Quand un enfant naît, quand un être humain naît, il naît au sein d'une famille, au sein d'une communauté. C'est son lieu de protection. C'est là où il va s'épanouir, s'instruire, s'éduquer. Donc, il faut pas voir. Ne te pardonne pas, Christophe, quand t'as dit. Non, pas de problème. Non mais. C'était une façon de s'exprimer. Alors, je remercie les auditeurs qui me donnent des noms. Tu sais que je cherche un nom pour la petite rubrique 17h50, 18h, ouais, tu l'as annoncé au début, j'étais pas là. Donc les auditeurs m'ont dit Libertad, ça revient en force, hein. Apparemment, Libertad, ils aiment bien. C'est quoi le mot? Libertad, pour le nom de la chronique, 17h50, 18h. En espagnol. Ouais, en espagnol. Un petit côté révolutionnaire, quoi. Voilà, moi j'avais pensé à Quartier Libre, j'avais pensé à Break Time, Break Off. Alors c'est anglais, français ou espagnol, c'est ça? Ouais, en arabe ça fait Huria, mais c'est pas terrible. Huria c'est terrible. Oui, non, mais ça sonne pas. Et j'en connais une qui est terrible, c'est Huria Boutelja. Ah oui. Salut, j'en profite. Huria, respect. Bon, allez, faut qu'on avance. Le zapping, c'est parti. Allons-y. Alors, mon cher ami Hakim, dans le zapping aujourd'hui, hier soir, dans l'émission Actualité sur France 2, qui va d'ailleurs bientôt s'arrêter, présentée par Thomas Trou, il recevait Roselyne Bachelot, qui s'est bien moqué de la conférence de presse de François Bayrou. Écoutez plutôt. Oui, l'ex-ministre. Je trouve que le débat présidentiel tourne un peu aux choses grotesques, parce que vraiment j'ai adoré aussi la conférence de presse de François Bayrou. La conférence de presse qui dit vraiment, on en parlait avec Vincent, tout va très mal. Tout va très mal, et pour résoudre les problèmes de la France, j'ai décidé de ne pas y aller. Je trouve que ça, c'est un discours politique puissant.
Ouais, elle me fait rire, Roselyne Bachelot. Dommage qu'elle est plus ministre parce qu'avec elle, on s'ennuie pas, quoi. Ses idées politiques, j'aime pas trop. Ouais, non, mais d'accord, mais au maintenant, moins. là-dessus, maintenant, elle est chroniqueuse sur radio RMC. Ouais. Donc, elle est un peu plus détendue, c'est un peu plus décomplexé, c'est moins officiel. Ouais. Elle se lâche plus. Et puis là, elle vient de tacler Bayrou. Violent. Mais bon, elle fait de l'humour en même temps. C'est assez drôle, hein, pour tout un chacun. Maintenant, en faisant de l'humour comme ça contre un personnage politique, en ayant été elle-même d'une autre famille politique, on sent bien qu'elle fait un peu de l'anti-Bayrou politiquement parlant, tu vois. Mais qu'est-ce qui se prend, Voilà, Bayrou? On en parlait tout à l'heure, c'est parce pas qu'il totalement neutre, en fait. Il s'en est pris pas mal depuis hier. Suite de ce zapping, hier soir, dans l'émission C'est à vous sur France 5, Anne-Sophie Lapix recevait Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux est revenue sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron qui estime que les manifestants contre le mariage pour tous ont été humiliés. Un discours choquant pour Christiane Taubira, c'est ce qu'elle a rappelé hier. Voilà, il s'agissait du mariage civil. Alors, nous avons ce discours d'Emmanuel Macron qui était également celui de François Bayrou il y a quelques années. Je suis en train de vous expliquer que je ne le comprends pas, que je ne l'entends pas, que je le trouve choquant. Je le trouve choquant parce que les agressions, elles ont été sur les personnes homosexuelles, elles ont été sur les femmes, sur les enfants des familles homoparentales. Les agressions sont portées sur ces personnes-là. Des agressions physiques, des agressions verbales. C'est cela. Donc, les fractures qui ont été introduites à nouveau dans la société, elles ne sont pas venues du camp de celles et de ceux qui débattaient publiquement, à titre contradictoire, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour reconnaître une liberté et pour assurer l'égalité. Christiane Taubira, pardon, fâchée, toute rouge, hein, contre Emmanuel Macron et ses déclarations. J'ai écouté un petit peu ses propos à Christine Taubira. C'est Christiane Taubira, une femme que je respecte beaucoup, même si personnellement je suis pas défenseur du mariage pour tous. Ouais. Maintenant, là où on peut respecter cette dame, c'est son abnégation à défendre la liberté des citoyens, et en tant que femme politique qui a la conscience du bien collectif, je trouve qu'elle l'a bien, ça, c'est le fait de défendre chaque citoyen, toute on va dire tendance ou position ou positionnement social ou même identitaire, et ça j'ai bien aimé. Elle défend vraiment, j'aime son côté défendre l'humain et la liberté des gens. Maintenant, le coup de gueule à proprement parler, on la salue, elle dit très bien que les violences, oui, elles sont... Pour le coup, Emmanuel Macron dit pas que des bêtises, parce que quand il dit que les anti-mariages pour tous ont été humiliés, c'est vrai. On se rappelle quand même que les manifestations ont été sévèrement réprimées. On se souvient des débats assez agités qui avaient lieu. Ah si, moi j'ai reçu on m'a dit des organisateurs de la marche contre le mariage pour tous. Donc c'était la manif pour tous, c'était ça le titre de ces marches là, la manif pour tous. Je discutais avec eux. Il y avait parmi eux des gens qui avaient des propos très très durs, et je crois savoir, et même il y avait des gens qui venaient, c'est-à-dire ils se positionnaient en tant que Français, chrétiens, défenseurs de valeurs chrétiennes, de la famille. Il y avait le côté religieux, il était très important dans la manif pour tous. Et là, et ça on doit dire que il y a une forme, il y a des propos des défenseurs de la manif pour tous, donc ceux qui sont contre le mariage pour tous. Ils avaient des propos qui allaient loin, pour dire ils disaient pas simplement c'est pas naturel que des homosexuels aient des rapports sexuels. Ils parlaient d'anatomie, ils disaient c'est pas des voies naturelles, hein, pour dire les choses comme elles sont. Là-dessus ils ont raison, mais ils vont plus loin. Et c'est à ce moment-là où les propos ils deviennent dangereux. Et ça contribue à ce que les gens qui n'ont pas forcément une croyance religieuse s'éloignent de la religion. Or, en tant que musulman, l'idée que je me fais de la miséricorde divine veut que non seulement chacun est fait différemment, et ça c'est une volonté divine, et on n'a pas à imposer à quelqu'un un choix X ou Y. Tu vois, et c'est vrai que les propos qui tenaient pendant cette manif pour tous, quoi, les anti-mariages pour tous, ils étaient durs, hein, envers les. Et là, c'est là où Taubira elle défendait, Ouais. On peut dire que elle a raison de défendre les gens opprimés par rapport à des comportements violents et quasiment Christophe, ils incitaient à la violence, hein. Ouais, bien sûr, on s'en souvient. Il y en a même, ils disaient, ils méritent pas de vivre.
Tu te rends compte de parler comme ça sur des gens parce qu'ils ont une autre, ils ont choisi autre chose pour leur vie personnelle. Et ça c'est grave. Et c'est là où il y a quelque chose à apporter. Tous les amis auditeurs, notamment de confession musulmane, il y a quelque chose à apporter au niveau de la tolérance et du respect des libertés individuelles et de l'aspect de miséricorde. Tu vois, faut pas obliger les gens à quelque chose. Faut laisser le choix, tu vois. Alors, suite de ce zapping avec l'événement politique, évidemment, hier, c'était donc la conférence de presse de François Bayrou. Ira pas, eh bien finalement, il n'y va pas, puisqu'il a proposé une alliance à Emmanuel Macron, ce dernier ayant accepté d'ailleurs, quasiment dans l'instant T. Mais nous sommes dans une situation d'extrême risque. Et à cette situation exceptionnelle, je pense qu'il faut une réponse exceptionnelle à la hauteur des périls qui menacent notre pays et notre État. Or, j'en ai la certitude, la dispersion des propositions et des suffrages ne peut qu'aggraver ces périls. Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. C'est sans doute un geste d'abnégation, mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. Alors, faut voir ce qui se prend depuis hier, évidemment, depuis cette annonce. François Bayrou considéré comme par certains, beaucoup de militants de la droite comme un traître. On se rappelle que François Bayrou, pas plus tard qu'au mois de septembre, parlait d'Emmanuel Macron en disant que ça ne marcherait pas, l'accusant d'être le candidat du système, le candidat des banques, du ultralibéral, etc. Que quasiment, il disait que de lui que c'était un imposteur. Voilà, c'est ça. Et qu'il n'avait pas de programme politique. Et donc, et il était très virulent à son encontre. Mais qui aurait pu deviner la sortie de Bayrou hier? Ouais. Tu vois, il y a 10-15 jours. On était un peu au courant, ce qui sommes un peu dans le milieu, on savait qu'il allait annoncer son ralliement à Macron quasiment 24 heures avant. On commençait à être prêt. Il y a 10 jours, 15 jours, il disait pas ça. Ouais, mais je pense qu'il a attendu de voir si Fillon effectivement y allait pas, continuait pas. Voilà. On se rappelle qu'il a soutenu Juppé, ça on lui rappelle. Il a appelé à voter Hollande contre Sarkozy en 2012. Enfin bref, on sait plus un peu sur quel pied danser avec Bayrou. C'est vrai qu'on a du mal quand même. Là le calcul et là il l'avoue lui-même dans son discours. Il dit au début là on comprend que c'est une question mathématique. Tu vois, il dit ça c'est parce que sinon on va faire que diviser les voix et il sait très bien que lui il va prendre quoi? Il va prendre entre 3 et 5% au grand max. C'est des sondages. Il était crédité de 6%. Voilà, donc plus on est autour de 5 et encore et encore. Donc il se dit moi de toute façon, j'irai pas aux responsabilités depuis le temps que je me présente. Il a vu que que Juppé n'était pas représentant de la droite. Il voit que Fillon il tient encore, il lâche pas le morceau. Il lâche pas l'affaire. Et le pire c'est qu'il monte dans les sondages, il va falloir qu'on m'explique ça. Et il lâche pas l'affaire. Donc là il fait son petit calcul, il se dit celui qui est plus on va dire avec qui est plus malléable parce qu'on peut voir aussi ça comme un positionnement forcément stratégique politicien. Ouais. Mais aussi c'est peut-être une forme d'intelligence dont il a fait preuve parce qu'il se dit tiens, vu que lui il a pas de programme et que je l'ai suffisamment dénoncé, moi j'arrive avec mon programme, il s'est déjà présenté 3 fois au présidentiel, je crois, 3 ou 4 fois. Oui, ça ferait la 4e s'il se présentait là. Voilà, donc ça fait 3 fois donc il a l'expérience. Là-dessus, il peut bien se faire voir par Emmanuel Macron qui lui a besoin justement d'un ancrage au niveau de son programme politique et donc Macron lui aussi fait son calcul, il dit tiens, j'ai quelqu'un d'expérience, il est au centre plus ou moins comme moi, tu vois, ni à droite ni à gauche. Ouais, on est dans des calculs. D'où la question du jour que je vous pose aujourd'hui et qu'on va évoquer après ton avis tranché tout à l'heure. Après le ralliement de Bayrou à Macron, est-ce un ticket gagnant pour l'ancien ministre? La question, je vous la pose. Vous y réfléchissez, on en parle tout à l'heure après l'avis tranché d'Hakim Rahal sur France Maghreb 2 par mail lgf@francemaghreb2.fr dans vos commentaires sur la page Facebook et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Parce que si vous faites des calculs, je sais qu'il y a des mathématiciens parmi le groupe. Si Macron est crédité de combien? 20-22% en moyenne. Macron il arrive jusqu'à pic de 25 Voilà, bon on va dire 20, on peut rester raisonnable. comme Marine, 20, 21, 22. Voilà, 22 plus 6.
Bah ça fait 28. 28, donc tu passes le second tour, quoi. Tu passes le second tour. Enfin, donc... tu passes le premier tour, pardon. Et donc voilà. D'où ma question du jour. On en reparle donc dans quelques instants. Mais pour finir ce zapping, un petit tour par Saint-Denis chez toi, Hakim. Et devant la fac de Saint-Denis, des étudiants se plaignent des contrôles aux faciès systématiques. Un policier dément. Écoutez ce petit reportage qui a été réalisé donc devant la fac de Saint-Denis. Dans la fac de Saint-Denis, ces étudiants font tous le même constat. Quand les policiers procèdent à des contrôles d'identité, certains individus sont toujours ciblés. C'est les habits. Parce qu'un certain type d'habits, c'est un groupe d'appartenance sociale. Le problème, c'est dès qu'on les voit arriver, on sait déjà que c'est pour nous. Au fur et à mesure, ça saoule. C'est vraiment faciès. Tu ressembles à quelqu'un qui vend de la drogue, on va aller te contrôler, alors que pourquoi Ces contrôles sont-ils discriminatoires ? Non, répond ce policier de terrain. Il travaille en Seine-Saint-Denis et avance une explication. La Seine-Saint-Denis, c'est 197 ethnies et nations représentées, c'est plus qu'au sein de l'ONU. Donc nécessairement, quand on est en Seine-Saint-Denis, on est amené à contrôler plus de personnes d'origine étrangère. C'est pas du racisme, c'est pas de l'acharnement, c'est pas du contrôle aux faciès. Mais plusieurs études ont mis en évidence la pratique du contrôle aux faciès. La plus récente date de 2016. Elle a été menée parallèlement dans 2 villes de France et d'Allemagne, dans des endroits très divers. On a observé pendant 800 heures les policiers français et allemands, et on a pu observer que en France, mais pas en Allemagne, les groupes ethniques minoritaires étaient particulièrement ciblés. Pour la première fois, l'État a été condamné par la Cour de cassation en novembre dernier pour 3 contrôles d'identité qui ont été jugés discriminatoires et non justifiés. Incroyable ce reportage, on y apprend plein de choses, notamment que le comportement de la police française par rapport aux Allemands qui on sait ont un passé peu glorieux en la matière, mais les Allemands ont un passé peu glorieux. Peu glorieux, oui, bien sûr. En quelle matière? Seconde guerre mondiale. Les Français? Ouais. Dire, voilà. Ils ont tué plus de monde en Afrique et en Asie que les Allemands. Les Allemands, bon, il y a eu un éclaté du cerveau, Hitler. Ouais. Mais voilà, faut pas. Alors toi, pour parler franchement et clairement avec les auditeurs, cher ami Hakim, est-ce que toi tu considères, est-ce que toi aussi t'as été contrôlé et tu considères qu'on fait du contrôle aux faciès dans ce pays? Mais c'est pas nouveau ça, Christophe. J'ai rien appris là avec. Non mais ça a toujours existé. Dis-le, parce que là on est focalisé du côté de Saint-Denis, des étudiants, des jeunes qui vont à l'école, moi je parle pas de étudier. Oui, bon, on parle pas de Saint-Denis précisément. Bon là, parce que c'est l'occasion qui s'y prête, mais on peut rebondir sur cette info que tu nous mets sur les contrôles aux faciès dénoncés par les étudiants à la sortie de la fac de Saint-Denis pour parler des contrôles aux faciès de manière générale. Ouais. Et d'ailleurs la voix là du policier, elle est on dirait il sort de Star Wars. Ouais. Ah d'accord. Elle est un peu arrangée quoi. Dérangée plutôt. Ouais, très dérangée. Voilà. Quand il dit voilà, il y a plus de nationalités qu'aux Nations Unies, donc forcément 197, voilà. Alors la probabilité, il essaie de trouver une justification arithmétique d'ailleurs qui peut se tenir comme argumentaire. Donc aujourd'hui quelqu'un qui a une barbe, quelqu'un qui a ou alors non, la barbe, un Américain peut avoir la barbe. Hein. Non, mais une barbe. Un Suédois peut avoir la barbe. T'es un peu type Bazanet. Voilà, c'est pas le poil sur le visage. Tu roules dans une belle voiture, t'es un jeune de 20 ans. T'es un jeune en jean basket. Ou survêtement, oui. T'es susceptible d'être contrôlé. Bah alors moi je me dis que et là tu viens de donner l'info, Christophe, tu précises, ceux qui sont un petit peu dans la délinquance, dans le banditisme et tout, ils vont se taper en costard alors par rapport à la description que tu fais. Et c'est sûr que c'est. mais les costards sont beaucoup moins contrôlés. Oui, bien sûr. justement, t'as donné la technique pour pas se faire contrôler. Mais en fait c'est pas le vêtement. Et je fais un peu d'humour, mais c'est pas le vêtement, c'est l'origine ethnique. C'est l'apparence. Aussi. C'est l'origine ethnique. C'est l'origine ethnique. Que tu sois, à Saint-Denis, il le dit lui-même, le policier. Il dit 197 nationalités ou origines ethniques différentes. C'est quand ça tombe sur plus d'étrangers il dit que ça se justifie mathématiquement. Ouais. Mais le contrôle aux faciès, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Maintenant, tu me demandes est-ce que je me suis fait contrôler moi directement? Ouais. Non. J'ai un ami, il descendait systématiquement de chez lui. Ouais. Il est d'origine haïtienne. C'est un ami d'enfance. À Jaurès. Dans la journée, Christophe, il avait une petite voiture comme ça, Ford Fiesta, 5 fois. Il m'a dit Hakim, je me suis fait contrôler 5 fois aujourd'hui. 5 fois la même personne. Il est noir, il a une voiture. On est en l'an 1998, ça existait déjà. Et pourquoi ça tombe sur lui à chaque fois? Tu vois, il y a pas de contrôle. Toi ça va, à titre personnel?
Non, moi, j'ai pas de, non, jamais, j'ai pas de. Tu leur offres je réfléchis. Non, j'offre aux gens gentils, moi, j'offre pas aux gens qui dépassent les limites. Merci Hakim, voilà, c'était tout pour ce zapping, bien sûr, sur France Maghreb 2. Dans un instant, l'avis tranché de notre ami Hakim Rahal et cette question du jour que je vous pose, sans oublier les infos zappées, bien sûr, qu'on va vous donner dans un instant. Une question par rapport au ralliement de Bayrou à Macron hier. Est-ce un ticket gagnant pour Macron, pour l'ancien ministre? 01 40 33 9000, lgf@francemaghreb2.fr ou sur la page Facebook pour vos commentaires avec Hakim, on en parle dans un instant. Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est jeudi, nous sommes le 23 février et vous êtes bien avec nous, avec Hakim Rahal qui est avec nous sur France Maghreb 2, avec vous pour parler d'actu bien sûr. On est là. Avant de trouver ton avis tranché, mon ami Hakim, oui. Petite information en bref, les attentes sont alors je recommence parce que j'ai pas fouillé complètement. Les attentes sont d'ores et déjà annoncées comme modestes par l'émissaire des Nations Unies pour la 4e fois. Les représentants du régime syrien et de l'opposition se sont donc retrouvés ce matin pour une nouvelle négociation. Signe de bonne volonté, la Russie, alliée du régime de Damas, a appelé à la suspension des frappes aériennes. Le temps de ces discussions à Genève, un appel qui, semble-t-il, n'a pas été entendu puisque d'après l'OSDH, ce matin, des raids ont été menés dans la province de Dera et celle de Hama. Des affrontements qui empêchent donc toujours l'aide humanitaire de parvenir aux zones assiégées. Un convoi a par ailleurs été pillé. Et je précise que les rebelles annoncent avoir pris le relais de Idlib. Voilà pour l'info que je voulais vous évoquer avec vous, okay. Mon cher ami Hakim. 01 40 33 9000. Si tu veux faire un petit commentaire, bien sûr, n'hésite pas. Alors, on va passer maintenant à l'avis tranché. Oui. Si tu le veux bien, t'es prêt, mon ami? Bah, on va faire avec, ouais. J'ai mon ordi qui se télécharge pas, mais y a pas de souci, on va faire de tête. Bon, alors c'est parti pour le jingle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, mon jingle, j'ai une. Écoute, tout à l'heure il y a du son. Écoute ce que j'ai. Ah ouais, merde. C'est quoi ce truc? Je sais pas qui t'a on mis me ça. boycotte. On boycotte l'émission du Grand Forum. Jette. Allô. Technicien, salopard. Alors, bon, jingle, on va dire qu'il y est. Hein. Du grand n'importe quoi cette radio. Bon, allez, alors, Hakim, on t'écoute donc pour ton avis tranché. Alors, mon avis tranché aujourd'hui, c'est encore une fois une réflexion, une invitation à tous nos auditeurs à répondre à deux grandes questions. Enfin, alors déjà, je souhaitais revenir dans l'histoire. C'est 1802. Lorsque Napoléon Ier rédige une lettre pour mandater un émissaire, un espion, pour aller espionner, donc prendre des renseignements techniques, logistiques, sanitaires, topographiques, militaires en Afrique du Nord et plus précisément en Algérie, dans l'optique d'aller à la conquête des territoires d'Afrique du Nord. Donc donc dans cette lettre, Napoléon Ier, il explique et il demande plutôt, il formule une demande très précise à un de ses responsables de guerre, des chefs de guerre, ce qu'il faut apporter comme renseignement, donc technique, logistique pour le débarquement des troupes napoléoniennes pour la conquête de l'Algérie, on va dire de l'Afrique du Nord, et il explique très clairement dans cette lettre l'intérêt économique pour la France et la nécessité, voire même à ce moment-là de l'histoire en 1802, l'extrême urgence pour la France d'aller coloniser, conquérir ces territoires en vue d'accéder de manière gratuite, forcément. Le terme qu'on peut employer par la suite, c'est le pillage, d'aller accéder de manière gratuite et continuelle aux richesses naturelles de ces pays qui étaient connus déjà à l'époque pour être dans une espèce d'opulence, d'une opulence économique. Il y avait des réserves d'or, on savait, par rapport à l'histoire du Maghreb, il y avait de l'or, on savait, il y avait de la nourriture, parce qu'à l'époque c'était beaucoup de nourriture également. Et donc cette lettre de 1802, donc on sait très bien que le débarquement à Sidi Fradj des troupes françaises, des 40 navires à Alger, c'était en 1830, donc 28 ans plus tard. Donc Napoléon, il le dit clairement, qu'on vient pas là pour apporter
la civilisation ou pour partager la culture comme on entend aujourd'hui en 2017, 200 ans plus tard, par les responsables politiques français, hein, nos responsables politiques, nous. Donc c'est pas un partage de culture, c'est pas dans la lettre qui est écrite par Napoléon, c'est pas un partage de culture, c'est pas apporter la civilisation. Non, non, non. L'intérêt, c'est de pouvoir se remettre au niveau économique face à on va dire l'empire qui était fort face à la France, c'était les Anglais, parce que les Anglais ils avaient déjà pris beaucoup d'avance, notamment que ce soit au niveau technologique avec la machine à vapeur, ou bien au niveau des conquêtes territoriales et l'accès à des richesses. Donc leur économie était beaucoup plus florissante aux Anglais. Donc ils étaient déjà arrivés en Inde, ils étaient en Asie et tout. Et il y avait donc on sort là, on est en 1802, on sort de la Révolution française. On sait bien que l'économie française était au plus bas, mais et c'est là on va dire que le destin français a su, ou du moins on peut dire l'intelligentsia française de l'époque avait su, ça c'est mon point de vue, hein, je suis pas historien mais c'est mon point de vue, avait su avoir, c'est-à-dire à l'esprit de s'organiser militairement. C'est-à-dire il y avait des contingents, il y avait des armes, il y avait des navires, il y avait des armes, il y avait de la poudre, il y avait des soldats, il y avait une formation, il y avait une intelligence militaire. Et donc, il y a peut-être pas des richesses souterraines, agricoles, suffisamment grandes pour concurrencer les Anglais, mais il y avait quand même les bataillons militaires de l'époque. Et là, les bataillons militaires de l'époque, on les utilise pour l'économie, pour accéder aux richesses de ces pays de l'autre continent, donc derrière la Méditerranée, et l'Afrique en entier, le Maghreb parce que c'est plus proche, hein, c'est la côte méditerranéenne, et précisément l'Algérie, parce que voilà. Et donc dans cette lettre, à travers cette lettre, plutôt aujourd'hui 200 ans plus tard, et c'est là la réflexion que je voulais, le questionnement, c'est donc aujourd'hui, nous issus non pas de l'immigration mais de la colonisation. C'est-à-dire les Français d'origine africaine, Congo, Mali, Sénégal, Tunisie, Algérie, Maroc, tous les pays d'Afrique, je ne vais pas tous les citer, qui constituent les ex-colonies françaises. Donc c'est-à-dire nous Français, parce que complètement français, comme je le dis encore une fois, je suis plus français qu'algérien. J'ai grandi ici, j'ai tout fait, voilà, on vit ici, on est français. Donc est-ce que, au regard de cet événement qui s'est passé il y a 200 ans et cette volonté de Napoléon de conquérir pour l'argent, pour l'économie, pour le bien de la France, les pays du Maghreb, et donc après il s'est passé ce qui s'est passé. Donc là j'ouvre la parenthèse pour dire l'extermination de ce peuple extraordinaire qui étaient les habitants de l'Algérie, et ça je reprends les phrases du maréchal Burgeaud, hein, donc 1842. Donc il visait l'extermination, hein, et on sait bien, les historiens le savent et les faits le prouvent que en 1872 on parlait d'extinction de la population indigène, des Algériens. C'est ça qui était visé. Parenthèse fermée. Alors, pour nous aujourd'hui, donc issus de la colonisation et français, qui sommes à la veille d'une élection présidentielle pour décider de l'avenir de notre pays, et l'avenir politique, les décisions, etc., qui vont organiser le pays, comment doit-on considérer, encore une fois, l'histoire? Est-ce que on doit se considérer toujours comme colonisé? Ou bien on doit se considérer comme français à part entière? Et donc, en fonction de ces deux considérations, il va y avoir, et là c'est mon avis, et j'invite les auditeurs à débattre, deux possibilités pour chacune des questions. C'est-à-dire, si je me considère comme colonisé, je vis en France, est-ce que je dois libérer mon pays? Donc quel pays il s'agit, vu que j'ai grandi en France? Donc pour un Algérien, il va dire je vais pas libérer l'Algérie, moi, que je vis ici, qu'est-ce que je vais libérer? Ou bien je dois me libérer moi-même? Et là, on a tous les événements modernes, que ce soit la mort d'Adama Traoré, Ziad Ebouna, Ali Dziri ou encore Théo, par rapport au contrôle aux faciès qu'il parlait tout à l'heure Christophe, ou bien les comportements, on va dire illégaux, violents, immoraux que les représentants de l'État, à savoir la police, envers ces populations d'origine étrangère, voilà. Donc est-ce qu'on va toujours subir ce comportement? Donc et donc on va être dans une position de dénonciation, de revendication, c'est-à-dire on va toujours dire ah c'est pas bien les violences policières, ah c'est pas bien les bavures, ah c'est méchant, ils sont méchants, ah c'est pas voilà. Ou bien on va se considérer comme
français. Et là, on va dire, donc là, on va se positionner par rapport aux droits. Donc, nous avons des droits, on exige ça. Il faut qu'il y ait une enquête. Il faut que, pour reprendre l'exemple, donc qui a fait l'actualité, qui l'a fait toujours d'ailleurs, hein, même cet après-midi, ils se sont levés les lycéens par rapport à l'affaire de Théo. Donc, on dit non, on réclame un droit. Il n'a pas eu le droit. On veut que la justice soit faite, mais on voit très bien, et ça, c'est pas une nouveauté, que la justice n'est pas aussi rapide et expéditive quand il s'agit de juger les instances de l'État. Donc, et là ma question en fait, la réflexion c'est quoi? C'est est-ce que ces populations issues de la colonisation, des campagnes colonisatrices françaises, donc les populations d'origine africaine, toute l'Afrique en entier, est-ce qu'elles doivent réémigrer? C'est là parce qu'il y a des questions comme ça, Christophe. Est-ce qu'ils doivent repartir dans le pays de leurs ancêtres, ou bien intégrer à l'idée qu'ils sont entièrement français? Et donc, quand je vois les gens qui risquent leur vie, ils traversent sur des barques, des embarcations de fortune, ils traversent tout le continent africain, donc subsaharienne, et puis ils arrivent au Maghreb, et puis ils prennent le bateau, et puis ils arrivent sur les côtes françaises, sur les côtes italiennes, sur les côtes espagnoles, pour quitter l'Afrique, pour fuir la misère, pour arriver en Europe. Alors que, donc c'était, voilà. Donc je me dis que celui qui pense à réémigrer en voyant les situations là-bas dans les pays d'origine, on va dire, hein, ex-colonie, où ça va très mal, donc il se dit mais où je vais aller? Comment ça va être là-bas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-bas? Est-ce que voilà? Donc qu'est-ce qu'elle a à m'offrir là-bas de plus que ou bien de mieux que ce qu'il y a ici? Ou bien non, je reste ici, je travaille ici, j'investis ici, je propose ici. Et dans ce cas-là, et là encore une fois, et ça c'est ma position, d'investir le champ politique. Parce que tant qu'on n'investira pas le champ politique, je parle des Français d'origine des ex-colonies africaines, eh bien on sera toujours dans un questionnement, on n'apportera pas de réponse. Et donc là, je finirai sur ça, Christophe. Oui. Tu m'as fait le plus long avis tranché de toute l'histoire de la chronique. Hein. Ouais. Et encore, c'était court parce que l'ordi marchait pas. Parce je voulais lire les propos de Napoléon. Et donc, la question qui se pose fatalement, c'est qu'est-ce qu'on attend pour faire de la politique? Voilà. La question est posée. Voilà. Hakim Rahel. Très très long. Hein. Ah oui. Là, quand t'as la parole, toi, tu la lâches pas. Hein. Ouais. Non, c'est sympa. On est entre nous. Oui. Ouais, c'est cool. Non, mais tu sais que les auditeurs, faut que ça aille vite à cette heure-ci. Ils ont inconsciemment, tu vois, il faut que Bah on a nourri, on va nourrir l'esprit. En tout cas, t'as nourri mon estomac, ça c'est bien déjà. Voilà, c'est la première chose. Bien, ça c'est très bien. Texte Sahara, mon frère. Voilà. 01 40 33 9000. La question du jour, je vous la pose. Le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, est-ce un ticket gagnant pour Emmanuel Macron? C'est la question que je vous pose. Bien sûr, vous y répondez, bien sûr. Mais avant d'accueillir nos auditeurs pour en parler avec vous et avec Hakim, c'est un appel à l'aide dans l'actualité. Il est lancé par l'ONU. Il faut d'urgence trouver 4 milliards de dollars d'ici la fin du mois de mars pour endiguer une famine qui touche le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. En tout, ce sont 20 millions de personnes qui sont menacées de mort dans les 6 prochains mois. C'est la première fois en plusieurs décennies que 4 alertes à la famine sont lancées en même temps. Elle touche donc, je rappelle, le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. Antonio Guterres, le nouveau chef de l'ONU, demande l'aide des États membres pour financer un plan d'urgence de 4 milliards de dollars d'ici la fin mars. Écoutez-le. La vie de millions de personnes dépend de notre capacité à agir. Dans notre monde d'abondance, il n'y a pas d'excuse pour l'inaction ou l'indifférence. Nous avons entendu les alertes. Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, important à noter, pour l'instant l'ONU ne dispose que de 90 millions de dollars. C'est au Yémen que la situation est la plus critique, avec plus de 7 millions de personnes qui meurent de faim. Sans la nommer, Antonio Guterres lance un appel à l'Arabie Saoudite qui bombarde, vous le savez, au Yémen, et accusé aussi de bloquer l'aide humanitaire. La situation est critique. C'est le moment où le droit international humanitaire doit être respecté par tous et l'accès doit être accordé dans toutes les zones. Antonio Guterres donc pour cette réclamation et cette demande, cet appel à l'aide urgente, mon cher ami. Antonio Guterres? Oui. C'est qui lui? C'est le chef de l'ONU. Alors, il m'écoute là? Je sais pas, je pense Alors, pas. Antonio, si tu m'écoutes, faut arrêter la mascarade, faut la faire à d'autres. L'Afrique, elle n'a pas besoin de sacs de riz. L'Afrique, elle a besoin de bénéficier librement et elle-même de ses ressources naturelles et de ses richesses naturelles. Non, mais... Alors, pour moi, le fait de dire elle a besoin de 4 milliards, déjà, 4 milliards, c'est du pipicha, d'accord? Au niveau planétaire. Dire qu'il y a que 90 millions de dollars et qu'il nous faut 4 milliards pour endiguer au Soudan, pour endiguer au Yémen, et au Nigeria. En Somalie. Alors, tout le monde le sait que les richesses, je sais pas combien en pourcentage, mais ça dépend, c'est 50% des richesses mondiales,
d'accord, que ce soit alimentaire, le cacao, donc le café, les ressources minières, elles sont en Afrique. Comment l'Afrique, le stock mondial de richesse fait grandir et construire l'Europe, n'est pas capable de bâtir et de construire l'Afrique elle-même, parce qu'ils acceptent pas. Les Africains, en fait, ils ont besoin de gérer librement leurs ressources. Donc le fait de dire il faut trouver 4 milliards, c'est moi pour moi là, c'est une insulte envers tous les Africains et même envers ceux qui sont tous les humains. De dire quoi, ils ont besoin de 4 milliards, après ils ont besoin de vivre en paix, ils ont besoin d'arrêter la guerre. Et en plus de ça, à la fin, dire ouais, l'Arabie Saoudite bombarde. L'Arabie Saoudite bombarde de quoi? Elle bombarde le Yémen, tu le sais très bien. Mais l'Arabie Saoudite, c'est pas elle qui bombarde. Elle fabrique des armes, l'Arabie Saoudite? Et c'est qui est derrière l'Arabie Saoudite? On va juste rappeler quand même. C'est qui est derrière l'Arabie Saoudite? Attends, on va juste rappeler que l'Arabie Saoudite. Moi, je défends pas l'Arabie Saoudite, hein. Est à la tête d'une coalition, Hakim. Est à la tête d'une coalition que l'Algérie n'a pas voulu joindre d'ailleurs. Qui bombarde le Yémen? Tu le sais bien. Je t'apprends rien. Alors tu sais bien, Christophe, que je t'apprends rien. Il y a des massacres là-bas. Je t'apprends rien que les Saoudiens ils vont pas prendre des décisions de bombarder. Tu veux dire que c'est qui décide alors? Mais il y a des équilibres mondiaux, il y a l'équilibre des forces mondiales. Et on sait très bien pourquoi l'Arabie Saoudite tape le Yémen. Il y a des puissances. C'est pour viser l'Iran. Il y a des puissances. Il y a, encore une fois, on peut prendre les leçons de l'histoire quand même, on va pas prendre les mêmes bêtises. Les guerres froides, c'est quoi? C'est la guerre interposée entre les Américains, les Russes, donc on va dire une vision du monde capitaliste néolibéral, et une autre communiste à travers des pays des satellitaires ou d'autres pays. Voilà, voilà. Et donc le fait de dire il faut 4 milliards là pour revenir 4 milliards pour sauver de la famine parce que ils sont en train de mourir par rapport aux guerres, dont notamment l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen. Mais c'est de la blague, ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est se moquer de l'intelligence des gens. Et le Antonio, comment il s'appelle? Antonio Guterres. Antonio Guterres, s'il est de passage, vient à la brèche de Barbès, on va parler un peu, parce que là, tu veux se moquer de qui, en fait? Non, mais l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, Hakim. Dis-le, ça. Non, c'est comment pas... ça, non? Non, mais bombarde. Moi, je dirais même que pourquoi le Yémen, il se fait bombarder? Mais qui bombarde le Yémen alors? Mais pourquoi qui bombarde le Yémen? Bah les Saoudiens, la coalition. Voilà, alors donc pourquoi tu veux nier ça? Mais je nie pas ça, c'est toi qui es en train de dire que non, parce que t'es en train de tourner autour du pot. Christophe, on n'est pas chez BFM ici, on est à Radio France Maghreb 2. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Je te laisserai pas faire le BFM. Reviens. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Mais bien sûr. Bon, d'accord. Mais ils bombardent pas tout seuls et c'est pas leur rôle. Ah non, il y a 10 pays qui les suivent, dont le Maroc, dont le Qatar. D'accord, donc ils y sont. Tous les pays du Golfe. Ils y sont pour rien. Donc il y a pas les Américains derrière, il y a pas les Russes derrière, il y a pas l'Iran derrière, il y a rien du tout. Ah bah non, c'est entre eux quoi. Ils sont levés le matin, tu vas bombarder. Ils bombardent pour atteindre l'Iran, c'est très bien. Et là, tu axes sur le bombardement des Saoudiens sur le Yémen, alors que l'information, elle commence par trouver 4 milliards par rapport à la famine. Par rapport à la famine, donc on revient au pays. Donc trouver 4 milliards, c'est de la blague. On sait très bien que juste pour sauver la crise bancaire qu'il y a eu, je sais plus quand, la 2002, la 2012, c'est à base de 220 milliards, juste les États-Unis. Faut arrêter avec ces histoires d'argent. Oui, mais arrêtez, 4 milliards, c'est rien. De gens qui risquent de mourir si on ne fait rien. Christophe, 7 millions au Yémen. Comment? 7 millions de gens qui risquent de mourir si on ne fait rien. Mais pas qu'au Yémen. Oui, mais là c'est l'exemple. Soudan, t'as dit quoi? Le Niger, le Soudan du Sud, le Nigeria. Le Nigeria, ouais. Et la Somalie. Mais pas que. 4 pays. Pas que. Non, pas 4 pays. C'est toute l'Afrique qui crie à l'agonie. Parce qu'on la laisse pas se développer. Non, mais là, c'est des situations d'urgence, ils expliquent. Ouais, mais elles viennent d'où? Cette situation au Soudan, au Nigeria, elle vient pas de l'Arabie Saoudite, hein. Bon, allez, place à nos auditeurs. Tiens, le docteur est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonjour mes amis, bonjour monsieur Christophe, votre invité. Bonjour. Je vais vous interpeller, c'est comment il s'appelle? Hakim, il s'appelle Hakim. Bonjour monsieur Hakim. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Le sage, ça veut dire, vous savez, en langue, je suis arabophone mais pas arabophile. C'est-à-dire je parle l'arabe de ma naissance au Liban, mais je suis pas arabe, mais je suis fier de parler l'arabe. Donc on peut pas être parfait, c'est pas grave, vous êtes excusé. Ouais, non, en langue arabe, Hakim, ça veut dire le toubib. Le sage, le savoir. Le sage. Bon, voilà, on va dire ça. Si je le suis, c'est autre chose. Si je le suis, c'est autre chose. On va aller vite dans le besoin. Allez-y, docteur, allez-y. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, j'étais sidéré par la connaissance historique. J'ajoute même pas un point. Vous êtes fort sur Napoléon, tout ça. Ah, mais j'adore ça. Ouais, bon. Maintenant, là où je vous interpelle, vous avez raison. Là, je parle de choses. Là, ce soir, sur l'humanité. Là, ce que l'a dit le secrétaire de l'ONU, ouais, là, le Antonio Forguez, là. Comment il s'appelle? Guterres. C'est triste. Là, on est dans les conséquences. Il a raison, monsieur Christophe. Moi, je veux pas faire la police suisse entre vous deux. C'est-à-dire là, on est en conséquence. On est, si vous voulez,
en aval, plus en amont. C'est-à-dire que là, on est sur les conséquences. Il y a une guerre. Bon, Monsieur Christophe, c'est très bien mon point de vue sur les Saoudiens, les Qataris, tout ça. C'est vrai, ils ont eu l'aval des puissances étrangères. Là où je suis d'accord, parce que moi je suis dans l'humanitaire, là, on est obligé d'aller sur place pour sauver des populations, c'est assistance à des personnes en danger. Et ne pas faire ça, il a raison, Monsieur Christophe, c'est laisser les gens mourir, crever. Et ce que vous dites, c'est pas faux. Il y a des richesses, tout ça. On peut pas attendre maintenant les conséquences, les banques, 220 milliards, tout ça. On a besoin dans l'urgence, et même pas malheureusement par la générosité des citoyens français, européens, je sais plus quoi. Là, pour le moment, on doit récolter cet argent, aller chercher de la farine, des médicaments, tout ça à ces gens-là et des moyens. Voilà. Donc ça, c'est juste. Bon. Et deuxième chose. Rapidement, docteur, rapidement. Après, je vais lui répondre. Rapidement sur la Syrie, vous avez raison, Monsieur Christophe, c'est Pipo et Pipicha, excusez-moi, grossièreté. Là, sur Genève, là, de toute façon, le 8 mars, il va quitter. C'est le Demistura, il termine. Ça y est, il va partir le 8 mars. Donc, il voulait marquer le point. C'est triste. On n'a pas de famine en Syrie parce que pourquoi? C'est une guerre voulue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 120 pays intervenants. Donc, vous savez, ça fait 6 ans. On est en anniversaire. Donc, actuellement, comment ils osent aller là-bas à Genève sans inviter 35% de la population syrienne, des Kurdes et des Yazidis? Ils sont pas là-bas. Ils se moquent de qui, ces gens-là? Et quand il y a ils demandent des zones de sécurité dans le nord, vous avez dit, sauf dans les zones kurdes, les Kurdes. Or, les Kurdes syriens sont appuyés par l'armée américaine. Alors, Erdogan a dit des zones de sécurité partout, sauf chez eux. Et dans le sud, l'armée russe se venge, ils sont en train de taper sur les forces jordaniennes qui pénètrent en Syrie et saoudiennes. Voilà ce que vous avez dit, Dara. C'est là-bas, je reviendrai. Mais c'est triste à le dire, mais heureusement ou malheureusement, il y a toutes ces puissances, 120 pays qui s'entretuent là-bas, il y a encore de la nourriture qui passe sur un pays complètement, sauf Damas, qui est complètement déserté par la guerre. Merci, voilà, docteur, merci beaucoup, c'est dit, c'est entendu. Voilà, bon bah écoute, il est assez d'accord avec toi finalement. Sauf sur la première partie sur l'humanitaire, la cause humanitaire. Et là on le rappelle, et je sais que nos auditeurs ne sont pas naïfs, c'est beaucoup par le biais de l'humanitaire qu'on va aller faire de l'ingérence dans le pays, faire de l'espionnage, aller installer, aller aussi orienter l'opinion publique internationale sur des causes qui font mal au cœur, genre il faut ramener du sac de riz. Je me rappelle quand j'étais au collège, il fallait ramener du sac de riz, on est venu avec du riz pour les Somaliens. Kouchner. Mais c'est de la tchatch. Mais bien sûr. Mais c'est arrêté, l'Afrique elle a besoin de son indépendance. L'Arabie Saoudite tape le Yémen, Hakim. Mais oui, mais. D'accord. Non, mais c'est pas bon, stop! Ça y est. T'as un problème avec l'Arabie Saoudite? Mais non, parce que c'est toi qui semblais avoir un problème avec les propos du secrétaire général de l'ONU. Quand il accuse à demi-mot l'Arabie Saoudite. Non, mais pour moi, le sujet, c'est pas l'Arabie Saoudite. Pour moi, le sujet, c'est la famine. Pour ce qui est du Yémen, c'est l'Arabie Saoudite. Non, il faut trouver 4 milliards. Oui. Pour sauver les Africains de la famine. Oui. Mais les Africains, ils ont pas besoin d'argent, ils ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Et le Yémen aussi dedans. Hein. Oui, après la région, on peut l'étendre, mais voilà. Voilà. Bon, ceci étant, on va mettre une petite pub, histoire de tranquilliser. Je n'en oublie pas ma question du jour. Fillon, pas Fillon. Bayrou, on s'y perd. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'ils ont tous des noms en on. Bon, c'est rien. Macron, Fillon, Hamon, Mélenchon. Ah non, Le Pen. Mince. Donc, le ralliement de Bayrou à Macron, et lui offre-t-il un ticket gagnant à l'ancien ministre? Vous répondez dans un instant, on prend vos appels 01 40 33 9000 et on va faire un petit tour aussi par rapport au Maroc et un procès d'un Français qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. On en reparle dans un instant. LGF, le grand forum, Hakim Rahal, il est là aujourd'hui. On est présent toujours. En direct pour répondre à cette question, messieurs dames, avant de parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité, bien sûr, le j'aime ou j'aime pas à suivre. La question que je vous pose, elle est très claire. Bayrou a annoncé donc son ralliement à Emmanuel Macron hier. Ouais, c'est tout frais. Lors d'une conférence de presse, etc., devant les caméras. Et bien, donc Emmanuel Macron a quelques minutes après, à peine une demi-heure après, accepté donc de rejoindre Bayrou, à tel point d'ailleurs qu'ils doivent se voir aujourd'hui. Ils se sont d'ailleurs entretenus par téléphone. Et la question que je vous pose, est-ce un ticket gagnant? Moi, je me dis bêtement et simplement, mathématiquement, Macron qui est crédité de 21-22%. Jusqu'à 25 dans certains sondages, si on y rajoute celui de Bayrou qui était lui crédité avant son annonce, donc de 5 à 6%, ça fait 27-28 facile. Donc au niveau arithmétique, c'est sûr que ils arrivent au deuxième tour là. Donc c'est un ticket, est-ce un ticket gagnant pour l'ancien ministre Bayrou? Pour Bayrou, pour Macron en l'occurrence. Et lui, Bayrou reste en retrait, etc. Il peut dealer éventuellement un petit poste de ministre
éventuellement si tant est que voilà Macron soit élu président. Bref, par mail, Warda qui nous dit bonsoir à vous tous et toutes. Je voulais donner un sujet au niveau de Bayrou. Beaucoup s'accordent à dire qu'il a peur de ne pas faire 5% et que sa campagne ne soit pas remboursée et qu'il se retrouve ruiné. Son ralliement à Macron est digne d'une girouette. Cette politique est lamentable, et cette campagne présidentielle est carrément pourrie. Quoi qu'il en soit, moi perso, jamais je ne voterai pour Macron et qu'importe qui sera en face, je voterai contre lui. Tout simplement. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Warda qui nous envoie ce petit mail lgf@francemaghreb2.fr. Warda, elle veut voter contre Macron. Contre Macron, ouais. Ça veut dire que si c'est Marine Le Pen Macron au second tour, elle va voter Marine Le Pen. Je sais pas. Ouais, non, Warda, revenez quand Attendez. même, Warda. Bon, on va prendre l'avis de nos auditeurs. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Ils sont où là? Qu'est-ce qui se passe? Allô, Abdel? Il est où Abdel? Ouais, salut Abdel. Faut se réveiller mon ami. On y va. Hein. Non, c'est Mourad. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bon, pardon, c'est pas Abdel. C'est quoi ton prénom? Mourad. Excuse-moi Mourad, excuse-moi, je suis fatigué. Non mais on essaye de me boycotter mon émission, on met de la musique dans mon ordinateur. Enfin voilà, tu comprends que je suis un peu perturbé, tu vois. Non, mais y a pas de souci. Bon, Mourad, tu nous appelles d'où Mourad? De Paris. De Paris. Qu'est-ce qui... Alors donc Mourad. Alaykoum salam. Est-ce un ticket à ton invité Hakim? Alaykoum salam Mourad. Est-ce un ticket gagnant pour Macron? Sur le fil de de ton info, de l'actualité, etc. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport à l'annonce au niveau de l'ONU, du ouais. Rapide parce qu'on est dans la question du jour là, vas-y. Je sais pas quoi. Effectivement, je rejoins un petit peu l'avis de Hakim, à savoir que c'est une insulte entre guillemets au peuple africain. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que quand on va dire l'Occident, avec des gros guillemets, quand il y a des soucis avec les terroristes, etc., ou des organisations terroristes, on a des grosses facilités pour geler des comptes, pour récupérer des fonds, pour faire plein de trucs, etc. Et là où je te rejoins pas, c'est bien dans l'urgence que on fasse appel au cœur des musulmans, même des humains, pour aider des gens qui sont dans des dangers critiques, etc. Comme tu as dit, il y a des millions de personnes qui risquent la mort. C'est super important d'intervenir très rapidement. Mais on a des outils aujourd'hui pour récupérer cet argent qui émane de ces richesses de l'Afrique. Et on les utilise pas. Donc, quelque part, comme dit Hakim, il y a du foutage de gueule quelque part. Donc, on passe par la fenêtre pour un truc qui devrait passer par la porte. Bon, alors, très bien, c'est entendu. Mourad, pour la question du jour, Bayrou, ralliement à Macron, est-ce un ticket gagnant pour l'ancien ministre, d'après toi? Mais obligatoire, parce que Bayrou, c'est clair, il pourrait pas refaire une présidentielle, c'est mort. C'était la dernière fois. Si c'est gagnant, il va récupérer forcément un bénéfice de cette entente. Il va accéder à un poste ou pas, on sait pas. Oh, probablement, ça fait partie du deal, ça, c'est obligé, ouais. Obligatoire, c'est gagnant. En tout cas, c'est une somme non nulle, quoi qu'il arrive. Bon, merci Mourad. Est-ce que tu serais prêt? Merci Mourad. Est-ce que tu serais prêt à voter Macron, toi, Mourad? Franchement, non. Bon, franchement, très bien, merci. C'est quelqu'un qui a, pour les autres qui savent pas, qui suivent pas l'actualité, c'est quelqu'un qui va partout récupérer des voix, mais alors partout. Ah bah ça c'est clair, on l'a vu, alors on l'a vu à l'œuvre. Merci beaucoup, Mourad. Salut à toi. Ce serait bien qu'on fasse une petite parenthèse. Il y a eu le dîner du CRIF. Ouais, mais Ce serait bien qu'on fasse une petite parenthèse s'il y a des infos là-dessus, ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, ce qu'on aurait dû dire. Alors, en tout cas, on n'y était pas, là, je vous assure. Merci beaucoup, Mourad. On n'y était pas invité. Mais voilà. on peut en parler de ce qui a été dit par rapport à Non, mais en fait, on s'en fout. Ce qu'il a cité, la réponse de Mélenchon. Mais bon, on est dans la question du jour là. Ouais, bah alors attendez, je comprends rien là, dans mon téléphone. Allô, il y a quelqu'un ou pas là? Allô? Bon, il y a personne. 01 40 33 9000. La question du jour, oui. Ce qu'il a dit Mourad, l'auditeur à l'instant, oui. Je partage l'avis de dire que c'est bien sûr un ticket gagnant. On pourrait même dire que c'est une voie royale que François Bayrou n'a quasiment jamais eu de toute sa vie politique pendant une présidentielle, à savoir les trois candidatures qu'il a déposées, les 3 dernières présidentielles, pour gagner. Donc moi je vois déjà très sincèrement je vois déjà Bayrou lever les bras pour la victoire sur un podium. Moi, Bayrou, je trouve que c'est une girouette. Non mais attends, qui n'est pas girouette en politique? Ouais mais bon. Attends, qui n'est pas girouette en politique? Bah je sais pas, Mélenchon par exemple. Mélenchon, voilà, on peut en parler de Mélenchon. Mais là pour le cas, Le Pen dans son style, c'est pas forcément une girouette. Il s'est fait virer Jean-Marie. Ouais, non, par sa fille. Ouais. Elle se retrouve aux Émirats, elle se retrouve en Israël. Bref. D'accord. Hamon, c'est une girouette. Mais pour moi, le Front National, il compte pas parce que il fera Comment jamais. Ça, il compte pas?
il compte pas le Front National, son discours, que ce soit donc le discours français. Tu ignores 26% du corps électoral. Non, pas du tout, parce qu'on peut voter, et généralement c'est connu qu'on vote Front National. C'est un vote contestataire. Et non par adhésion. Voilà, par rapport à des questions, il y a Marine Le Pen, elle parle pas que de racisme, hein, Marine Le Pen, faut arrêter. Elle parle de retour au franc, elle parle d'économie, elle parle de favoriser le Made in France que même Arnaud Montebourg avait pris, mais elle parle pas que elle base pas tout que sur le théorie raciale, même si ça c'est un très grand problème. Bon, allez, on prend l'avis de nos auditeurs rapidement. J'aime pas. Le bonsoir, il y a quelqu'un ou pas? Allô, c'est Brahim de Marseille. Oui, Brahim, qu'est-ce qui se passe? Je vais intervenir. En fait, ils sont en train de se dealer tous les Bayrou, les Macron, les Mélenchon, Non, Mélenchon, il est pas. Mélenchon, il deal pas. Je te donne, tu me donnes, et nous, les cons, qu'on va les élire. Non, Mélenchon, Brahim. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Non, Mélenchon, il reste tout seul, Brahim. Mélenchon, il reste fidèle à lui-même, hein. Mélenchon, oui, parce que, il courbe pas les chines aux autres candidats. Hamon lui a vendu de la dope. Hamon. Elle était pas bonne. Mais il lui a rien vendu, Hamon. Il veut tracer son chemin tout seul. Non, Mélenchon, il a dit à Hamon, tu veux être avec moi, tu te sépares de tel et tel candidat, telle et telle personnalité politique. Il sait très bien que c'est pas possible. Et il sait que c'est pas possible. Mais ça va pas être possible. Il va être obligé de s'allier avec quelqu'un. Qui? Mais le Mélenchon. Pas du tout. Sa ligne politique à lui, c'est de il va être obligé, il est battu, il va être battu. Non, il y a personne qui peut prédire l'avenir là. Avec Le Pen ou Macron ou Le Pen Hamon. Non, là vous êtes simplement en train de faire obligé de dealer. Non, vous êtes en train de répéter les sondages là. Non, mais c'est son avis, attendez. Mélenchon, il est crédité de 10%, Hakim, tu peux pas le nier ça. Non, mais en sondage. Oui, il est derrière. Donc tu bascules sur les sondages. Mais non, mais tu les mets tous face à face et moi j'attends ce rendez-vous, ça sera avec le 20 mars. Mélenchon ce soir sur France 2, hein. C'est ça. Émission politique. À pas rater d'ailleurs. Ouais. Le 20 mars, ils seront tous en face à face. Sur ce, Brahim. Pour toi, Christophe, et c'est personnel, et je tiens à te le dire ce soir. Allez, l'OM. N'importe quoi. Écoute, c'est qui l'OM, Christophe? Brahim, ils sont finis l'OM. C'est fini l'OM. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont rachetés par les Américains. C'est fini l'OM. Terminé. Fallait se faire racheter par les Qatar. Allez, ils ont raté. On prend l'avis vite fait de Kamel là, parce que celui qui va intervenir tous les jours, Kamel, il a toujours quelque chose à dire sur tout. Kamel, il est où? Bon, en plus tu raccroches, c'est super. Salut Kamel. Allez, on va passer au j'aime pas parce qu'il faut qu'on avance. 1 40 33 9000 bien sûr avant de passer au coup de cœur de notre ami Hakim Rahal. Mais voici donc pour l'heure le j'aime ou j'aime pas. Ou le je m'en fous aussi, hein. Ouais, on peut ça marche, ça bien marche, sûr. Là, ça fonctionne, hein. Alors nous sommes aujourd'hui en ce 23 février à J60 du premier tour de l'élection présidentielle. Oui. J'aime pas. J'aime. Très bien. Affaire Théo. Plus de 16 lycées ont été bloqués à Paris aujourd'hui suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, des manifestations qui se sont organisées place de la Nation et qui ont découlé sur énormément de beaucoup de violence et d'affrontements avec la police. Alors j'aime le rassemblement et la solidarité entre citoyens. Et donc cet élan de la jeunesse un peu naïf avec la fraîcheur de la jeunesse, l'enthousiasme qui se solidarise avec un de leurs on va dire, c'est pas un camarade de classe mais c'est la même génération. Ouais. Maintenant les violences, on sait très bien que souvent dans la meilleure façon pour discréditer un rassemblement populaire, c'est de dire que le peuple est violent. Donc on connaît que voilà, après il peut y avoir des ingérences policières dans les manifestations. Ça peut exister techniquement. On peut casser et dire bah tiens c'est la faute des manifestants. Et là on discrédite auprès de l'opinion publique le mouvement. Au dîner du CRIF qui avait lieu hier, dont c'était je crois la 32e édition, Hollande a tapé la bise à Macron et à Mon. Ah bah moi j'aime bien parce que ça c'est des même s'il y a c'est en contradiction avec leur sortie, mais au moins ça nous donne des indications sur le monde politique et politicien. C'est bon pour le peuple. Il faut qu'ils s'en rendent compte de quasiment ces moqueries et qu'ils font à l'égard de l'opinion publique. Et comme ça au moins on se fait un avis, un vrai avis. Une fois ils sont contre, une fois ils sont avec et c'est petite question à Myriam El Khomri. Alors c'était bien le dîner du CRIF, Myriam? Voilà. Marrakech, première ville africaine où il fait bon vivre. Ah j'aime. Tu connais Marrakech? J'y ai été invité, je vais y aller très bientôt, Inch'Allah. Ah oui? Ah oui. J'ai été invité à prendre un thé. Oui. Et ben plus que ça même, on va rester un peu plus longtemps. Bon. Mais voilà, c'est quelque chose c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Bon. Ouais. Pour Bernard Cazeneuve, qui est, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, le Premier ministre français. Le nouveau, suite à la démission de... L'élection de Marine Le Pen causerait
dit-il, causerait des dégâts immenses et irréparables. C'est une interview dans Le Parisien à dire aujourd'hui. Alors moi j'aime bien et là j'en profite pour de la perche tendue par Cazeneuve. Si Marine Le Pen atteint l'Elysée, c'est une question, hein, est-ce que l'Algérie continuera à fournir le gaz et le pétrole à la France? Ouais. Bon, on aime ou pas la prise de position de Cazeneuve? Ouais, moi j'aime bien, bien sûr. Le Canada, écoutez bien messieurs et dames, le Canada pense à interdire toute critique de l'islam. Toute critique? Oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'une critique elle peut être positive ou négative. Je comprends pas. C'est suite à un élan islamophobe qui a eu lieu au Canada, suite à ce qui s'est passé aussi dans la mosquée, et il pense à faire une loi, et il y a une députée qui a proposé ça d'ailleurs, et elle est soutenue par pas mal d'hommes politiques visant à protéger, interdire, de faire condamner tous ceux qui auraient des critiques envers l'islam. C'est bizarre, on peut critiquer une religion quand même. Oui ou non, c'est bon, j'aime ou j'aime pas. Moi j'aime pas, moi personnellement. Ouais, moi j'aime pas en fait. Ouais. Parce que bah oui, il faut laisser la liberté. Toute religion a le droit d'être critiquée. Bah bien sûr, voilà. Oui. Bon, alors, écoutez bien, qui a dit cette phrase, mon cher ami Hakim? Oui. Si l'Algérie est un grand pays aujourd'hui, c'est parce que les Français ont construit des routes, des boulevards, des universités, des avenues. Ok. Qui a dit ça? Alors déjà, ça doit être un harki. Au minimum, ou je te donne un indice. Ou bien un colonisateur qui s'est ressuscité dans le corps d'un malade. Je te donne un indice. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Les routes dont il parle, ils ont construit sur le sang de 10 à 15 millions d'Algériens exterminés en 132 ans. Qui a dit ça? C'est un homme politique. Bah, c'est un fou c'est un fou. C'est un ignorant. C'est un ignorant. De la France. C'est un ignorant. Christian. C'est un ignorant. Estrosi. Hakim. Mais non, mais qu'est-ce que il est insignifiant ce gars là, il dit n'importe quoi. Bah, il est peut-être insignifiant, mais il l'a dit en tout cas. Mais non, ce qu'il faudrait qu'ils disent, c'est qu'en 1830, 90% des Algériens étaient lettrés, alors que 60%, il y avait 60% de taux d'analphabétisme en France. C'était le j'aime ou j'aime pas. On a essayé en tout cas. Sur France Maghreb 2. Alors, un petit tour par le Maroc, je vous en parlais tout à l'heure. Avec le procès de Thomas Gallet qui a repris hier. C'est un ingénieur français clame son innocence depuis son interpellation il y a 1 an. Un vaste coup de filet des autorités marocaines dans le cadre du démantèlement d'une cellule terroriste. Il avait admis lors des interrogatoires de police avoir dépanné un ami de 70 € et avait été condamné en juillet dernier en première instance à 7 ans de prison ferme pour financement d'activités terroristes. Mais sa défense disait que les procès-verbaux étaient rédigés en arabe et qu'il n'avait pas pu en avoir connaissance. Le procès a donc repris à la cour d'appel de Salé près de Rabat. Franck Berton, l'avocat français de Thomas Gallet, a déposé une requête hier afin que la cour l'autorise à plaider en français pour mieux défendre son client. Écoutez l'avocat de la victime. Il a le droit à un procès équitable, c'est un dommage collatéral dans une procédure qui ne le concerne pas. Ça suffit parce que 1 an de détention provisoire alors que on est accusé de financement d'une entreprise terroriste parce qu'il a prêté 70 € à un autre qui est dans le box, je crois que ça devient risible. Alors ça le serait s'il n'était pas incarcéré depuis 1 an. Ça, c'est l'avocat Franck Berton. Un procès qui s'éternise. La mère de Thomas, Béatrice Gallet, vit entre le Maroc et la France depuis évidemment la mésaventure de son fils. Je suis usé par ces séances qui sont reportées de fois en fois pour X raisons. C'est encore une audience de plus à prévoir et l'angoisse d'un verdict en plus à attendre. Ça, c'est la maman, évidemment. Pour l'avocat marocain de la défense, Abdelrahim Jamaïn, la justice doit faire preuve de discernement dans cette affaire. Écoutez l'avocat. Je dis au juge, faites attention. Vous n'êtes pas obligé à se plier devant les PV de police. Donc la justice est là pour faire l'équilibre, pour rechercher la vérité. Et j'espère qu'il y a des magistrats courageux. Voilà pour ce qui est de l'avocat. Christiane Taubira, l'ex-ministre des Françaises de la Justice, a récemment défendu publiquement le cas Thomas Gallet. De leur côté, les autorités françaises assurent suivre avec la plus grande attention le déroulement du procès qui se déroule en ce moment. Hakim, t'as peut-être un petit truc à dire ou pas? J'ai rien à dire, c'est bizarre cette histoire. Bah oui, je t'ai rappelé les faits, il aurait prêté 70 €, il est accusé de financement d'un réseau terroriste. Ouais, mais quand tu prêtes 70 €, tu laisses une preuve comme quoi t'as prêté? Parce que non. ça, il y a un papier rédigé en arabe comme quoi enfin, c'est le procès verbal. Ouais. Mais comment ils savent qu'il lui a prêté? Il y a un élément qui m'échappe pour pouvoir. Bon, en tout cas, voilà, ça sent un peu bizarrerie dans cette affaire. Il est condamné à 7 ans. Moi, je me prononce pas là-dessus parce que je sais pas. Bah, de toute façon, c'est difficile de se prononcer sur une décision de justice. Et quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà, donc. Je sais pas. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, moi, je vous donne juste les informations. En tout cas, l'accusation, elle porte sur 70 €. Ouais. Ouais, donc c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a
Ah oui, tiens, une auditrice qui nous dit l'annulation du voyage prévu prévu de voyage de Angela Merkel, 1 heure à peine avant le décollage de son avion, suscite en Allemagne des interrogations sur la capacité de Bouteflika à diriger le pays. À l'étranger, les signaux alarmants se multiplient, paraît-il. Des grands titres allemands, tels que des grands quotidiens, donc n'ont pas hésité à qualifier la situation d'Algérie d'intenable et d'explosive. Quelle situation ? La situation en Algérie, par rapport à la situation de la santé du président de la République. Oui, voilà, la santé. Voilà. La santé oui, mais après, il n'y a pas que Bouteflika en Algérie, hein. Il y a des Algériens, il y a et c'est même interrogé à savoir s'il y aurait bientôt des dizaines de milliers de réfugiés en provenance d'Algérie. C'est écrit dans un quotidien allemand, mon ami. Ils ont fumé là, c'est pas. Les scénarios catastrophes donc se font ainsi insistants, loin d'Alger. On est tenté de croire que le régime est vu avec des lunettes grossissantes. Exemple, si le président Bouteflika, malade depuis des années, meurt, eh bien le pays pourrait plonger dans le chaos. C'est ce que donc fait comprendre, enfin explique ce quotidien allemand. Merci Mouna pour cet article. Donc ce quotidien, on va les rassurer s'ils ont peur. L'Algérie ne repose pas sur les épaules de Abdelaziz Bouteflika, le président, mais sur les Algériens, un gouvernement, des militaires, des cadres. Donc c'est pas parce qu'un homme est malade, il a un rhume, que c'est tout le pays qui va partir, qui va être à feu et à sang. C'est de la rigolade, c'est encore n'importe quoi. C'est juste une occasion pour mal parler de la stabilité politique algérienne. Voilà, il faut préserver la stabilité. L'Algérie, elle revient de loin. Elle revient de loin, oui, effectivement. En tout cas, voilà, c'est l'interrogation en fait parce que par rapport à l'annulation du voyage d'Angela Merkel, donc il s'est fait un petit peu dans la précipitation. Et tu sais d'ailleurs pour la petite histoire, mais ça c'est plutôt marrant, que j'en ai parlé d'ailleurs il y a 2 jours à l'antenne, que à l'occasion de la visite d'Angela Merkel sur le parcours que devait emprunter la chancelière, tous les dodanes ont été enlevés. Ouais, pourquoi pas mal, hein. C'est du protocole, ça pourrait. C'est protocolaire tout ça. Voilà, c'est exactement protocolaire. Allez, c'est parti pour le coup de cœur, mon ami Hakim. Jingle. France Maghreb 2. Cette fois-ci sans problème, le jingle. Bien, c'est bien. Alors mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un jeune homme qui fait de la vulgarisation de l'histoire. Et là, le thème, c'est la colonisation, pour suivre toujours mon avis tranché. Voilà, il va nous expliquer un petit peu la colonisation globalement, pour avoir quelques éléments historiques pour réfléchir davantage à notre situation d'aujourd'hui. Et on l'écoute alors, c'est parti. Bref, aujourd'hui on va parler colonisation. Alors, je vous vois déjà venir, hein, les grands empires coloniaux, tout ça. Et pas que. La colonisation, c'est un truc que tous les pays ont plus ou moins fait à un moment ou à un autre. Et on va essayer de voir ça un peu plus en détail aujourd'hui. Enfin bref. Quand on parle de colonies, il y en a beaucoup qui vont penser aux colonies européennes, majoritairement en Afrique. Mais le concept de colonie remonte beaucoup plus loin que ça. La colonisation, c'est quand des mecs partent de chez eux pour s'installer ailleurs, tout en continuant de faire partie de leur pays d'origine. Ça veut pas dire que si vous déménagez à Tombouctou deviendra une colonie française. Hein. Faut vraiment que les gars s'approprient le coin et décident que c'est à eux. Et non, vous pouvez pas décider que Tombouctou est à vous. Et bon, concrètement, qu'est-ce qui peut motiver un pays à envoyer des gens plus ou moins loin pour réclamer des bouts de terre? Je vais y répondre rapidement. Les ressources. Qu'elles soient économiques, alimentaires ou bien terrestres, la principale motivation de la colonisation reste les ressources. Alors on va voir quelques exemples. Tout d'abord les Grecs. En Grèce c'est bien connu, il fait beau et il y a du sable chaud. Mais pas beaucoup de place. Les populations en Grèce antique grandissaient rapidement, mais se retrouvaient souvent assez vite à court d'espace. Du coup, de temps en temps, ils envoyaient des gens un peu plus loin pour fonder de nouvelles villes. Mais pas que. Faut bien faire des thunes au bout d'un moment. Les Grecs ont fondé des villes et des comptoirs un peu partout, histoire de faire du commerce avec les locaux. Comme la ville de Marseille par exemple. Les types qui ont débarqué là venaient de Phocée, en Asie. D'où le surnom de la ville aujourd'hui, la cité phocéenne. Malheureusement, avec les histoires qui commencent à dater, c'est assez dur de démêler les légendes de l'historique. Je vous la raconterai pas aujourd'hui. Sachez juste que ça parle d'un mec tellement beau gosse qu'on lui a donné toute une région. Comme ça. Gratos. Ah, les Romains aussi. Comme on a déjà parlé dans un épisode précédent, les gars avaient un peu la bougeotte. Ils ont un peu annexé tout ce qui traînait autour. Sauf que contrairement aux Grecs, les Romains annexent aussi les populations qui vivent sur les territoires. Et de temps en temps, récupérer quelques locaux comme esclaves. Je parlerai pas d'esclavage tout de suite. Et c'est comme ça un peu partout autour du monde. En Amérique, les Aztèques et les Incas, ça on en a déjà parlé. Colonisent une bonne partie de leur région. Pareil pour les Chinois ou les Arabes de l'autre côté du monde. Comme je l'ai dit il y a 2 minutes, le motif principal de colonisation est la recherche de ressources. Et par ressources, je veux pas dire que c'est toujours des mecs affamés qui vont voir ailleurs. Hein. Bah, des fois, prendre ce qui est aux autres, c'est un peu plus facile que de faire du commerce avec eux. C'est comme ça qu'au 9e siècle, on s'est retrouvé avec des vikings un peu partout le long des côtes européennes, qui pillaient, brûlaient un peu tout ce qu'ils trouvaient, en s'installant sur place de temps en temps, comme en Normandie ou bien en Grande-Bretagne.
Mais les champions à ce jeu-là, c'est les royaumes européens, à la sortie du Moyen-Âge. À eux seuls, la France, l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas ont contrôlé les 3/4 de la planète. Et vu que tout le monde n'était pas pote avec ses voisins, fallait avoir une armée plus grosse que celle des autres, histoire de pas se faire dézinguer. Mais bon, une armée, ça se finance pas comme ça. On commence gentiment avec la colonisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols et les Portugais. Puis viennent les Français, les Néerlandais et les Anglais au nord. Ils ont des fusils, les mecs en face non. Les jeux sont vite faits. D'Amérique du Sud viendront des tonnes d'or et d'argent. Du nord, on récupère le coton et le maïs. Oui non, parce qu'avant la colonisation de l'Amérique, on n'avait ni patates ni maïs en Europe. On n'y pense jamais à ça. Mais bon, l'Amérique c'est vachement grand. Et même en utilisant les populations locales, on ramassait jamais assez. En parallèle, ces mêmes royaumes européens avaient aussi pas mal de comptoirs en Afrique. Et comme en Inde, ces comptoirs sont vite devenus des colonies. Fusil contre pas fusil, encore une fois, c'est rapide à calculer. Ça tombe bien, il y avait plein de gens sur place pour aller exploiter des ressources en Amérique. C'est mis en place ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Les bateaux partaient d'Europe, récupéraient les esclaves en Afrique, pour les amener en Amérique, et ramener les ressources en Europe. Du coup, ouais, ça fait un triangle, d'où le nom. Enfin voilà, la colonisation, c'est un peu l'histoire de l'humanité en fait, que ce soit pour l'argent, la nourriture. Voilà un extrait en tout cas de son coup de cœur, de ton coup de cœur, mon ami. Oui, voilà, okay. C'est une sensibilisation très facile à comprendre sur l'histoire. Moderne, encore une fois, connaître aujourd'hui, c'est doit passer, selon moi, sur la connaissance de l'histoire. Et là, il le dit bien que bon, l'Europe avait maîtrisé 3/4 de la planète par rapport au système de colonisation qui a été un événement majeur dans notre histoire moderne aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, si les débats politiques qui nous servent, les candidats à la présidentielle, aujourd'hui ou hier encore, Sarkozy, voilà par exemple, si ça tourne autour des thèmes de l'immigration, les étrangers ou tout ça, et puis le problème du chômage, le problème des quartiers, des cités, c'est dû à des populations qui sont étrangères. Bah, t'as envie de dire, bah, fallait pas coloniser. Allez, dans un instant, messieurs dames, c'est votre espace de liberté. Libertad. France Maghreb de 0140 33 9000. C'est espagnol tout de. Si, arabiante. Qui disait? Arabiante. Arabiante? Oui. Qui c'est? Amigo. À tout de suite. C'est quoi là? France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Hakim Ral, il est là, messieurs, dames. On est là. Sur France Maghreb 2, on rappelle la brioche de Barbès, n'hésitez pas à y aller, voilà. Le mot de passe, bienvenue. Le grand forum, Christophe. Le grand vous forum, avez 50% de réduction. Voilà. C'est pas de plus, hein. Oui, non, mais d'accord, 50% de réduction. Voilà, bienvenue. Libertad, bah écoutez, c'est le mot qui revient, hein, parmi les différentes propositions. Je cherche toujours donc un mot qu'on adoptera définitivement d'ici quelques jours, voilà, une fois qu'on aura bien sondé autour de nous. T'es seul à le faire là, la radio là, sur les ondes FM, non? Ah oui, carrément. Alors là, je peux te le dire, je suis seul. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Je suis seul à prendre nos auditeurs en direct sans savoir qui ils sont. Christophe est courageux. Ceux qui veulent nous dire. Voilà. Donc 01 40 33 9000. C'est le moment d'appeler. Vous voulez me dire quelque chose en particulier? Vous appelez. Prénom et ville d'appel, c'est juste ce qu'il me faut. Et après, à vous de jouer. Mais par contre, soyez rapide, sinon je vous coupe parce qu'il faut laisser un maximum d'auditeurs passer à l'antenne. On est d'accord? Bon, on est d'accord. Libertad, c'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Abdelrahman. Bonjour à Hakim. Bonjour Abdelrahman. Oui, c'est pour vous interpeller par rapport à votre avis tranché sur l'histoire de l'Algérie, de la colonisation. Mais je pense que vous auriez dû continuer, parce qu'il faut dire aussi, en 1962, il y a eu un coup d'état du clan de Oujda contre le GPRA, contre Farhat Abbas. Oui, donc, après... Ce clan de Oujda, excusez-moi, ce clan de Oujda, il est venu en tant que colonisateur, parce qu'on s'est débarrassé de la France en tant que colonisateur depuis 1830, et puis on a un nouveau colonisateur qui vient nous coloniser, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu la guerre en 1963, où mon père a été emprisonné par le clan de Oujda. Il a passé 1 an et demi derrière les barreaux. Est-ce que vous considérez Houari Boumediene comme étant du clan de Oujda? Bien sûr, il était dans le clan de Oujda, monsieur. Il a passé toute sa vie avec le clan de Oujda, avec Bossof et Bentobal et la clique, et Bouteflika. Il n'a jamais tiré une balle contre la colonisation. Il n'a jamais eu une confrontation entre le clan de Oujda et l'armée française. Ça, merci Abdelrahman, merci, on n'a pas le temps non plus, voilà. Mais bon courage. Salut, à bientôt. 01 40 33 9000, c'est le moment de décrocher votre téléphone, vous avez un truc à dire, un vrai truc, c'est le moment d'appeler.
01, mais faut pas que ça devienne des monologues, hein. Un vrai Attention. truc, t'as dit pourquoi c'était un vrai truc ce qu'il a dit, Non, mais j'ai Abdelrahman. pas dit lui, par rapport à lui. J'ai dit voilà, ceux qui ont un truc à dire, Allez, c'est le moment de vas-y, fonce. décrocher. 01 40 33 9000, mais faut pas que ça devienne des monologues. Voilà. Si vous voulez également nous faire part d'un petit événement qui se passe près de chez vous, n'hésitez pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe, j'ai pas pu appeler aujourd'hui. Ouais, mais Kamel, c'est pas tous les jours, Kamel. Kamel, t'as pas autre chose à faire que d'appeler la radio tous les jours, Kamel, sans déconner. C'est un fidèle auditeur. T'es un fou, Kamel. Abdelrahman, il a fait. Ouais, Abdelrahman et machin, oui, et alors? Bon, vas-y, Kamel. Uniquement moi, non. Ouais, parce que tu me fatigues, Kamel. Vas-y, on t'écoute. Moi, simplement, je voudrais parler de Bayrou. Moi, je pense que Bayrou, c'est un vrai homme politique qui a été trahi par les socialistes. C'est grâce à lui que les socialistes ont passé. Il a eu même pas un poste de ministre. Maintenant, je pense qu'il a fait un très bon choix. Il a fait un très bon choix. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont essayé la droite traditionnaliste avec Sarkozy. Ça n'a pas marché. La gauche, non. Et je pense que la seule solution, c'est le centre. Le centre qui va, je pense, l'emporter. Et je pense, directement, on va pas gagner en disant que on va baisser le taux de diesel. Je pense qu'il y a des problèmes cruciaux que les Français veulent parler, l'immigration clandestine, l'autorité en France. Et merci, au revoir. Merci. J'en perds mes mots, hein. N'importe quoi. L'immigration clandestine, c'est la priorité des Français, ça, Kamel. Hein. 01 40 33 9000. Bon, bref. Vraiment, je suis censé me taire, ne pas donner mon avis. Libertad, Christophe, libertad. Libertad. Allez. Exact. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir, c'est Karim. Salut Karim. C'est sur la route, quoi. Karim sur la route, on t'écoute Karim, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi j'appelle parce que j'ai entendu en Tunisie, il y a eu une augmentation de la RIFA. Ah bon? Oui. Ah bah ils viendront se fournir à Annaba. Oh, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Hein. Merci. Merci Karim, l'augmentation de la RISA. Bon, comme si que ça va changer quelque chose sur l'économie tunisienne. Ouais. Les Tunisiens ils sont capables de manger autre chose que la RISA. Ah, je ne sais pas, attention, attention. Je suis Ça pas se voit sûr. que tu connais pas beaucoup de Tunisiens autour de toi alors. Un Tunisien qui n'a pas d'harissa à table, c'est comme si... Non, je me c'est taire. blasphématoire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. C'est Ahmed sur la route. Salut Ahmed sur la route. On t'écoute Ahmed. Oui. Là, juste Christophe, vraiment, j'ai appelé pour vous dire que je soutiens les Kamel, hein, parce que franchement, à chaque fois il appelle, mais l'envoyer quoi. Ça... Allez, salut Ahmed, ciao. 01 40 33 vous commencez à me fatiguer, hein. C'est pas vous qui faites la loi dans cette émission. 01 40 33 9000, je vous donne la liberté. Vous voyez, je vous donne la main ou vous voulez prendre le bras. Qui donne la liberté. 01 40 33 9000. Non, je donne la main, ils veulent le bras, les gars. Ouais, calmez-vous. Voilà, c'est pas, voilà. Non, mais c'est surtout pour laisser la place aux gens. Moi, j'ai rien contre Kamel. J'ai rien contre Abdelrahman, mais arrêtez d'appeler tous les jours. Il y a d'autres auditeurs qui peuvent pas appeler à cause de vous. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir, madame. Votre prénom et votre ville d'appel. Je suis à l'antenne? Oui. Alors moi je vous écoute souvent, alors je sais pas si on m'entend bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Je vous entends parfaitement madame. Quel est votre prénom? Alors moi j'aimerais vous dire, je vous entends depuis quelques temps et puis des fois je me dis, c'est une émission sympa, ils ont l'air d'être bien, pas trop cons, mais alors je me dis quand j'entends des gens soutenir Macron et autres, je me dis mais c'est pas possible et en plus et après ils vont se plaindre parce qu'on les prend pour des cons. On leur offre une carotte, on leur met une carotte devant le nez et eux ils courent dedans et puis après on va leur mettre une carotte dans le cul puis ils vont bon ça va, merci. 01 40 33 9000. Il y a personne qui soutient Macron de toute façon. Ils sont énervés là, calmez-vous. Il est pas encore président Macron. C'est ça la liberté, Christophe. Voilà. Bon, merci madame. Madame, c'est quoi votre prénom? Il est ni raciste, il est continue. honnête, il va faire du bien. Merci madame, au revoir. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Oh là là, c'est fatigant quand même cet exercice, Hakim. C'est quoi l'exercice de liberté, fatigant? Ouais, fatigant. Tu vois, il faut je comprends gérer, que les radios ne le fassent pas. Il faut gérer la liberté. Ah ouais, ils préfèrent, tu vois, appeler. Oui, bonjour, je m'appelle Hakim, Hakim Rahal. Je suis né telle date. Voilà, je veux dire telle chose. D'accord. Et comme ça, si tu t'écartes, hop, on te coupe. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir madame, ça y est, c'est fini madame. Votre prénom d'abord, c'est quoi? Moi, c'est Nadia. Bon, bah merci Nadia, vous avez passé votre coup de gueule, on vous a entendu. Bah oui, mais j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu. Bah ouais, non mais ça y est, 18h là, on va arrêter de réfléchir, on va rentrer chez nous là. Merci Nadia. Réfléchissez alors. Très, parce très bien. Que Macron, il est pas ce que vous croyez. Hein. Oui, merci Nadia. Personne ne encourage Macron. Allô, bonjour.
Ils sont trop forts. Oui, Christophe, bonjour, c'est Jamila. Bonsoir Jamila, qu'est-ce qui se passe? Allez, vous allez être franc pour une fois, Christophe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez content d'avoir Hakim tout à l'heure ou le pain de chocolat? Alors, je veux dire, Hakim, dans un premier temps, parce qu'au moins on m'achète pas avec des croissants, mais il a ramené des croissants, et donc c'est d'autant plus agréable. Voilà, Jamila. Belle réponse, au revoir. Merci. Mais attendez, elle a cru qu'on m'achetait avec des croissants, mais ça va pas ou quoi, Jamila? C'est mal me connaître. Allô, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est moi. Oui, c'est qui toi? Méziane. Ah, Méziane, qu'est-ce qui se passe, Méziane? Bienvenue, Méziane. Oui. Bah vas-y, arrête de parler la bouche pleine, Méziane, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Jaune. C'est la chemin. Vous êtes des fous. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'ils vont baisser le prix de la chemin. Inch'Allah. Voilà, non mais sinon, sans rigoler, sans déconner, oui, sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a, Méziane? Macron et Bayrou, c'est une opération de voyous, parce qu'ils veulent empêcher Marine Le Pen de gagner, et en même temps, lui, il va avoir un poste. Et moi, je propose que Mélenchon soit président et Marine Le Pen Premier ministre. D'accord, super. Merci Méziane, avec ça on est bien. Hein. Voilà. Vive la France. Allez. Merci Méziane. Hakim, ça te laisse sans voix, je crois. Non, moi j'aime bien Mélenchon. J'aime moins Marine Le Pen. Et puis quand il a dit c'est une opération de voyous, je veux dire c'est la politique. Bon, c'est la politique. Un petit dernier ou pas? Allez, un petit dernier. Bien Allô, sûr. bonjour. Allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur, votre prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir, oui, c'est Mehdi de Paris. Salut Mehdi, qu'est-ce qui se passe? J'appelle pour vous faire un grand bonjour déjà et vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est gentil. Formidable avec tous les invités toute la semaine, vraiment ça nous met du baume au cœur d'entendre tout ça. Et on aimerait bien vous avoir un de ces quatre le matin pendant 4 mais bien toute la journée quoi. Écrivez au CSA, Conseil de supérieur de l'audiovisuel. En votre compagnie, c'est formidable, franchement, continuez comme ça, bravo et merci beaucoup. Merci à toi Mehdi, merci pour tes encouragements. Très fidèle. Continue à l'être, merci à moi. Attends mon ami, on va terminer là-dessus. On pouvait pas mieux terminer. Bah oui, c'est Libertad terminé. Ouais, en feu d'artifice, exactement. Libertad reviendra demain. Demain, je vous dis un truc entre vous et moi, personne nous écoute. Hein. Demain, il y a Jean-Marc Zébélus. Demain, il y a Akli Menouli. Mais il y a surtout Tarek Mami qui, au-delà d'être un journaliste, est le patron de la radio. Donc tous ceux qui viennent m'emmerder avec la voyance et compagnie, c'est demain qu'il faut appeler. D'accord? Ok les gars? C'est pas moi, là, je suis pas le directeur de cette radio. Donc voilà. Ça, bon, ceci étant dit, la parenthèse est refermée. Et ceux qui veulent t'entendre plus souvent à l'antenne aussi, comme Mehdi. Il a dit, j'aimerais bien t'entendre. Oui, mais après, ça va coûter cher à la radio. Vous savez que mon salaire est quand même extraordinairement élevé. Bah, Mehdi va cotiser quand on aime, on ne compte pas. Ah, bah, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Hakim. À la semaine prochaine, jeudi, on se revoit. Hein, toujours avec la même chose, croissant, tout ça. Ah, je sais pas. Comment ça, je sais pas? Peut-être ça va être pas au chocolat. Non, pas au raisin, j'aime bien les pains au raisin, moi. C'est marrant, t'as dit comment ça, je sais pas, t'as mis la pression. Les pains au raisin, j'aime bien les pains au raisin. Est-ce que tu fais les croissants aux amandes? Bien sûr, ouais. Ça, si tu me ramènes un petit croissant aux amandes, je te jure, je te ferai passer en priorité. Mais attends, Christophe. C'est de bakchiche. Il faut venir, non, il y a pas de bakchiche ici. Pour ça, il y aura rien la semaine prochaine. Comme ça, c'est dit. Christophe, faut venir à la brioche, toi aussi. Tu dis à tout le monde, venez à la brioche. Ouais, mais t'as vu où t'es, à Barbès? Bah, c'est à côté, je suis à rue Stephenson. C'est pas ma route, frère. Mais si, c'est le trottoir entre l'église et la mosquée. Pour aller à la gare, c'est l'adresse extra. Mais si, Gare du Nord, c'est à côté, Gare du Nord. J'y penserai, ok. Voilà. Le jour où je me remarie, oh là. Je veux pas le dire. Aujourd'hui, t'arrives pas. Voilà. Je me remarierai, donc c'est pas près d'arriver, donc je sais pas. Non, parce qu'on dit souvent qu'on vient à Barbès pour s'acheter des trucs pour les mariages, etc. Ah bah tu peux refaire une fête de mariage avec la même personne. Ah ouais. D'autant plus qu'à faire bientôt 20 ans que je suis marié. Félicitations. Merci. Ouais, 20 ans à supporter la même femme. Ouais, je sais, je suis courageux. Merci à vous. Bonne soirée, 18h02. Hakim, merci, à bientôt. Merci Christophe. Dans un instant, Amar. À bientôt les auditeurs. Amar qui va pas tarder de passer à la brioche d'Oury, il me l'a dit. Brioche de Barbès, pardon, il me l'a dit. On va le retrouver dans un instant pour l'éphéméride, la télé, le sport. Pour l'heure, le rappel des titres d'actualité. Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron et François Bayrou se rencontrent au Palais de Tokyo à Paris. Le candidat d'En Marche a obtenu le ralliement hier du maire de Pau. Celui-ci a renoncé à une 4e candidature personnelle. 11 personnes ont été interpellées à Paris après une manifestation non autorisée place de la Nation. 1 millier de manifestants, principalement des lycéens, se sont retrouvés après avoir bloqué une trentaine d'établissements ce matin. Un mouvement de soutien à Théo, le jeune homme violemment interpellé en Seine-Saint-Denis il y a 3 semaines. Mobilisation à l'appel d'un groupuscule d'extrême gauche. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène en réponse à des jets de projectiles.
Et la SNCF confirme la commande de 15 TGV à Alstom. Les rames desserviront la ligne Paris-Bordeaux. Une commande conforme au plan présenté par le gouvernement cet automne pour sauver le site d'Alstom à Belfort. Nouvel assassinat à Marseille. Un homme âgé de 53 ans a été tué par balle ce midi dans un quartier nord de Marseille. La victime a été visée par 2 hommes sur une moto qui ont surgi alors qu'il sortait de son domicile. Selon les premières constatations des policiers spécialisés, les assaillants ont tiré du calibre 9 mm sur leur cible qui a tenté de se réfugier dans une impasse. Le règlement de compte est privilégié. 30 personnes radiées de l'éducation nationale l'an dernier pour des cas de pédophilie ou pédopornographie. Le ministère de l'Éducation nationale multiplie les contrôles dans ses rangs. À l'étranger, nouveau succès des forces irakiennes dans la reconquête de Mossoul. Après 5 jours d'offensive dans la partie ouest, elles ont repris l'aéroport ce matin. Installation stratégique aux mains des djihadistes de Daesh depuis la prise de contrôle de la ville en juin 2014. Sport, rugby, 3 changements dans le 15 de France qui affrontera l'Irlande samedi à Dublin. Et Guinovez titularise Slimani, Leroux et Huget. C'est la 3e journée du tournoi des 6 nations de rugby ce week-end. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.